Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la petite série qu'on va se faire ensemble pour diagnostiquer, améliorer les perfs de notre moteur de base de données ClickHouse, en tout cas essayer de voir un petit peu le circuit d'analyse que l'on peut faire de manière assez classique finalement pour tester un moteur de base de données. Donc, vous allez voir, c'est assez sympathique. On va regarder aussi la partie client encore aujourd'hui pour Python. Donc lors de la vidéo précédente, je vous invite vraiment à aller la voir. On avait vu comment uploader, récupérer d'abord, downloader des fichiers des taxis de New York, donc en format parquet, et comment les pousser vers notre bucket S3. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les récupérer une nouvelle fois, cette fois-ci, et là, on va aller les insérer dans ClickHouse pour la première fois. Donc jingle, et c'est parti. Alors c'est parti, donc du coup on va essayer de faire ça bien encore une fois en mode improvisation mais pas complètement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur un petit like, commentez, partagez autour de vous. Donc là on vient de finir l'installation d'une instance qui permet de faire l'inserter. Donc on va changer un petit peu de dimension. La dernière fois, on avait travaillé sur le laptop en local. Là, le développement, on va le faire une nouvelle fois sur le laptop, mais ensuite, on va pousser notre code sur une machine que j'ai appelée Inserter. À côté, et ça, c'est un petit peu un prérequis, un préalable, vous retrouverez ça dans la playlist dédiée à ClickHouse, on a installé un cluster ClickHouse avec un cluster Zookeeper juste à côté. Donc, si on regarde notre infra de manière un petit peu macro, si on se place avec Consul déjà, qu'est-ce que l'on a? Le plus important, on a ClickHouse 1, ClickHouse 2, le reste n'est pas si important que ça, mais on a aussi notre inserter ici. On a des résolutions DNS qui se passent entre les deux. On a aussi, donc si on regarde, on a notre cluster ClickHouse avec une réplication qui est faite entre le ClickHouse 1 et le ClickHouse 2. Donc ça aussi, quelque chose d'assez important à avoir en tête. Derrière, on a créé une database, donc vous avez le lien dans la description de la vidéo, pour les gens qui veulent vraiment suivre en même temps les choses. On a une database, et vous pouvez retrouver le code ici. Donc cette database, elle s'appelle, à l'heure actuelle, elle s'appelle Taxi, vous voyez. Et derrière, dedans, on a créé surtout une table qui s'appelle Trips, et derrière, vous voyez, elle est composée de différents champs. Alors je ne sais plus combien il y en a, je crois que c'est 18, quelque chose comme ça. Pardon. Et chaque champ est typé, attention, le type est primordial par rapport à ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. C'est-à-dire que les fichiers au format parquet ont eux aussi un type pour chacune des colonnes, chacun des champs. Et bien ce type doit matcher et doit être conforme à ce que la table ClickHouse est prête à recevoir. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez au passage qu'on a un petit enum ici, c'est-à-dire que quand on a des identifiants, eh bien, on va fonctionner en clé, mais derrière, ClickHouse va être capable de les interpréter en valeur. L'autre élément qui est important, donc je vous le disais, c'est la réplication. Donc ClickHouse, il gère la réplication au niveau du cluster. Donc là, on a un cluster qui existe, qui s'appelle Xavkey_cluster, on ne le voit pas ici. Et derrière, sa manière de répliquer, eh bien, c'est fait pour être géré au niveau de Zookeeper. C'est-à-dire que quand on crée de la réplication à l'échelle d'une table au niveau de ClickHouse, on va aller spécifier le chemin dans Zookeeper où vont être stockés les éléments de réplication. Là, en gros, ici, le chemin qu'on voit ici, c'est Zookeeper. Et on voit qu'on a un slash shards ici. Alors, il y a un petit espace, mais il ne doit pas y être de base. Si on regarde, donc moi tout ça bien sûr ça a été fait avec Ansible, on verra ça plus tard, tout l'aspect automatisation. Je peux vous le remettre, voilà ici. Si on regarde ClickHouse, ici, ah si j'ai le petit espace qui traîne, qui ne devrait pas traîner. Pardon. Donc derrière, petite correction faite. On a donc ce chemin qui est utilisé par notre table pour gérer la réplication. Et on a ici l'identifiant du réplica. C'est-à-dire on va avoir donc un numéro de shard, un numéro de réplica. Derrière, ça signifie quoi? Ça signifie que nous, on va avoir un shard, donc il va avoir la valeur de 1. et que ce shard va être répliqué sur ClickHouse 1 et ClickHouse 2. Donc
le char de 1 est présent sur les deux finalement, simplement. Autre élément très important, c'est la clé primaire. Nous, ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est un test de select sur nos courses, nos trips. Et derrière, pour ça, on a généré un UID, si vous vous souvenez lors de la vidéo précédente, un UID de manière aléatoire. Un UID plus précisément. Eh bien, celui-ci, il faut qu'il soit mentionné dans la clé, sinon les performances vont être exécrables. Donc on va le mettre dans la clé, tout simplement. On reviendra dans la playlist dédiée à ClickHouse, le principe de fonctionnement de la clé avec des ranges. Ce range est basé sur la granularité, qui est en gros l'équivalent d'un nombre de lignes de 8192, c'est le nombre par défaut. Par ailleurs, on anticipe le fait que peut-être on va travailler aussi en échelle de temps, c'est-à-dire à quel moment a été déposé a été récupéré, une personne pour réaliser une course, et puis à quel moment la personne a été déposée. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que derrière, si on veut travailler à l'échelle, faire des statistiques au niveau des dates, sinon on est un petit peu bloqué. Alors on n'est pas bloqué parce que voilà, on peut le faire quand même, mais ça va durer extrêmement plus longtemps. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. À noter par exemple aussi que ClickHouse a des typologies de champs qui sont assez intéressantes, de type par exemple low cardinality ou delta, qui vont permettre d'avoir des formats de compression spécifiques à des typologies de données. Donc c'est très important parce que ça va permettre pour lui, en tout cas, de stocker de manière vraiment plus condensée, plus compressée les données. Donc ça, c'est pour l'aspect caractéristique un petit peu de ClickHouse. Maintenant, nous, notre objectif à terme, c'est quand même de comparer aussi des performances. Donc on va quand même évoquer le sujet dès maintenant. On va se faire un petit tableau qu'on fera évoluer, si on peut, lors des vidéos suivantes. Pardon. Je suis vraiment désolé avec cette toux qui ne passe pas depuis plus d'1 mois et demi maintenant. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on va recenser? Alors, j'improvise un peu parce que je ne l'ai pas prévu, mais... je l'ai pas prévu. Je sais qu'il faut le faire. On va avoir les éléments un petit peu suivants, comme ceci, peut-être même. Hop, voilà. On va avoir deux aspects qui vont être importants. D'une part, le cluster ClickHouse. D'autre part, on va avoir le cluster Zookeeper, qui lui aussi a son rôle à jouer, puisque comme il joue pour la réplication, peut-être qu'il va tout simplement suffoquer un petit peu. Alors il ne devrait pas jouer trop au niveau des performances, je pense, en tout cas pas en l'état, mais par contre il peut avoir des difficultés pour gérer la réplication. Et surtout on va avoir notre client aussi. Pardon. Donc ici on a notre client, donc c'est celui qui va être en charge d'ingérer la donnée dans un premier temps. Donc pour l'instant, on ne parle pas de select, on parle vraiment d'ingestion de la donnée. Donc on va avoir notre client, on va avoir notre ClickHouse, notre Zookeeper, mais pour l'instant, on ne va pas se en préoccuper de trop. On va quand même mentionner ces petits éléments, ces petites caractéristiques, et on va avoir notre ClickHouse. ClickHouse, ouais, même il y a 3 éléments qui peuvent potentiellement jouer un petit peu dessus. Mais nous, principalement, il y en aura 2 qu'on va réellement étudier. Donc nous, on va être dans le premier use case. On va avoir le CPU. On va avoir la RAM. Potentiellement le nombre de serveurs, mais là, on va vraiment être focus sur 2 serveurs pour le moment. Et surtout, le nombre de disques. Ça aussi, c'est un paramètre extrêmement important si on prévoit de stripper, c'est-à-dire d'étendre un RAID 0. Ah, désolé. Donc ici, on va avoir du CPU, de la RAM. Tout simplement. Et ici, on va avoir du CPU. La RAM ne va pas avoir un grand effet sur le client, pour le coup. Donc là, on est dans notre cas, on va dire, initial, le cas numéro 1. Et dans ce cas numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Donc en termes de CPU, au niveau de ClickHouse, alors on va se reporter à ce qui est donné dans ce qu'on a dans notre interface de Infomaniac, parce qu'on travaille avec eux. Hop, voilà.
et on va aller récupérer les éléments des instances, donc les fameux flavors. En l'occurrence, l'inserter c'est 8.16, donc 8 CPU. Hop là, pourquoi je pars ici, voilà. 8. Au niveau de ClickHouse, au niveau de ClickHouse, il est où? Il est ici. On a 12 CPU, 24 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal hein, pour le moment. En plus de tousser, je perds la mémoire. 24, voilà. 24. Ici. Et au niveau des disques, pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'est pas dans une solution complètement... on n'est pas sur quelque chose d'optimal, mais tout est relatif. Hein. C'est un équilibre entre les clients et les serveurs. C'est-à-dire qu'au début, notre problématique, vous allez voir, ça ne va pas être forcément le cluster en lui-même, mais plutôt le côté client, puisqu'il va falloir envoyer la charge. Vous allez voir, on va faire volontairement exprès de ne pas forcément forcer les choses, pour que les gens qui débutent voient réellement d'eux-mêmes les choses évoluer. Et ici, on a un CPU, 2 Go de RAM pour, ici, notre Zookeeper. Donc très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, hop, voilà, on va développer notre code. Donc là, ici, on va voir les perfs. Les perfs, alors nous pour l'instant, les perfs seuls pour lesquels on va s'intéresser, ça va nous suffire pour faire on va dire, une analyse de ce que l'on souhaite voir. On va parler d'insertion par seconde, voilà. Et ça va nous permettre de trouver en tout cas les cheminements, l'analyse un petit peu de base. Après, on peut étendre les choses. Je vous avais parlé de latence, etc. Il y a plein d'autres choses, d'autres paramètres qu'on peut voir. Et nous, on va le faire de manière vraiment simpliste pour le moment. Donc derrière, on a ça. On a un cluster ici. Voilà, ce qu'il nous faut, hein, très important. Donc il y a des gens qui bench, mais qui n'ont pas de données, de métriques précises. Il faut avoir des données, des métriques. Il faut les voir évoluer. Il faut conserver des historiques. C'est vraiment extrêmement important. Il faut avoir ces métriques à la fois côté cluster, mais aussi côté inserter. Donc tout ça est vraiment quelque chose qui est fondamental. Donc là, on va avoir par exemple ici des données de node exporter, mais voilà, ça pourrait être autre chose que du Grafana, ça pourrait être du Zabbix ou n'importe quoi. Il n'y a aucun souci. Là, par exemple, ici, on va se mettre sur l'inserter en question. Et donc, ce qui est important déjà à noter, c'est la capacité à itérer. Donc, moi, ce que j'aime faire quand je fais ce genre de test-là, c'est de réinstaller généralement au total les choses entre les différents tests. Ça nécessite donc que tout ça soit automatisé et soit redécouvert automatiquement, etc. On ne va pas s'amuser à recréer à chaque fois les choses. Si ce n'est pas le cas, c'est pas non plus dramatique. On peut repartir d'un existant. Mais c'est quand même beaucoup mieux de réinstaller les choses. D'une part, ça permet vraiment de s'aguerrir sur l'automatisation de l'installation. Et d'autre part, ça permet surtout d'éviter, si on oublie des paramètres dans l'automatisation, on va les louper. Alors si on les loupe en mode test, c'est pas très grave, mais si au moment de passer en production, il y a un paramètre qui était important, qu'on avait testé et qu'on avait vraiment affiné, et qu'on avait oublié de backporter, de ramener dans l'automatisation, finalement on va vraiment passer à côté, et ça c'est dommage. Alors, du coup maintenant on va passer au code de ce fameux inserter. Alors, on va essayer de faire un peu vite, hein. Comme lors de la vidéo précédente. En tout cas, on peut aller plus vite, hein, surtout. Donc tout ça est automatisé, je passe les détails de l'automatisation, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de revenir à plusieurs reprises dessus. Inserter.py. Donc dans notre inserter.py, il nous faut ce qu'on avait oublié lors de la vidéo précédente, c'est py.yaml qui permet de charger donc le fameux YAML avec ces méthodes qui vont avec pour la configuration. Ensuite, on va s'intéresser donc à cet inserter. On va essayer de faire vite. On part d'un bloc plus simple que lors de la vidéo précédente parce qu'on a besoin d'un petit peu moins d'éléments, notamment toute la partie pas curl, j'allais dire curl, mais de request. Donc, et de Beautiful Soup qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, on a le bloc de configuration. Pour ça, on part de la même configuration que précédemment. Je pars du préalable
que en fait, le fichier de configuration sera le même entre l'uploader, qu'on a vu lors de la vidéo précédente, et l'inserter. Là, en l'occurrence, ça nous permet surtout de partager les mêmes caractéristiques de storage du MII.io, principalement. Vous allez voir que dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire du multiprocessing, et du coup, on va rajouter aussi une ligne ici pour spécifier le multiprocessing qu'on souhaite faire. Ensuite, on part sur la même chose qu'on avait précédemment, c'est-à-dire recharger l'ensemble de la configuration, plus les logs, tout ça toujours au même format. Dans la configuration ici, bien sûr, on ne reprend pas la partie du scrapper, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on ne va pas s'en servir. Donc déjà, on a gagné un petit peu de temps. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à plusieurs choses. Pardon. On va avoir ici, hop. Donc là, vous noterez que dans les imports, on a importé cette fois-ci le client ClickHouse qui s'appelle ClickHouse Connect, la librairie plutôt ClickHouse Connect, qu'on retrouve ici. Et qu'on retrouve bien sûr dans notre requirements.txt. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir deux clients. On va avoir le client ClickHouse, le client MiniIO. Celui-ci ne changeant pas par rapport à la vidéo précédente. On pourrait faire des libs externes, etc. Il n'y a aucun souci. Là, on va juste préciser quand même le client. Lors de la vidéo précédente, on avait mis un get client tout court. Là, on va mettre get client MiniIO pour MiniIO et ClickHouse pour ClickHouse. Là, alors, il y a un petit élément que j'ai pas rajouté, effectivement. Tiens, voilà. Du coup, vous avez découvert que je suis sur un password simple, et c'est pas bien du tout. C'est pas un souci. On est en mode de test, il n'y a aucun problème. Mais néanmoins, voilà, ici, il nous faut quand même un petit ClickHouse. Donc, on va mettre ClickHouse, comme ceci. C'est l'occasion de le faire. Et là, sur ClickHouse, on va avoir donc le user. Donc là on va dire voilà, ça va être un string, donc on le mettra après, password, là toujours pareil, on va avoir l'URL comme ceci, et on va avoir la database, je pense, database, voilà, database stock, voilà. C'est plutôt pas mal d'avoir fait l'erreur, parce que finalement ça nous fait faire la correction. Donc ces éléments-là, ce que je vais faire, moi je vais les reporter à côté dans mon fichier config.yaml, hop, voilà, de manière à pas non plus les oublier, sinon on va avoir des soucis. Hop, voilà. Par contre, ce que je veux pas vous montrer, c'est les crédentials du S3, mais bon, de toute façon, ça changerait pas grand-chose, parce que ça change très souvent ces choses-là. L'URL, donc nous on se base sur l'URL que nous fournit Consul, hein, donc ça nous permet d'avoir un DNS sur notre cluster ClickHouse. Et la database, on a dit qu'elle s'appelait Taxi. Voilà. Donc ça, moi je l'ai, je vous le montre pas volontairement, hein, mais votre fichier de configuration, il doit bien reprendre l'ensemble de ces éléments-là et de cette manière-là. Ensuite, bien sûr, il faut récupérer ça sous forme de variable en dessous. Voilà. Hop, voilà. Donc derrière, on va avoir notre ClickHouse user, ClickHouse ici. Où est-ce que je suis? Je suis pas dans le bon. Voilà, ClickHouse user. On va avoir ClickHouse. Voilà, de toute façon, ça va être ça, ça, password. Ensuite, on a URL, c'est bien ça, URL et database. Ok, et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mentionner comme ceci. On va dire ClickHouse. Alors, où est-ce que je suis? Voilà, ClickHouse user, comme ceci, toc, 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 et ici, on va dire password. Ici, on va dire URL. Et ici, on va dire database. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à reporter ce qu'on a ici en dessous. Donc, l'utilisateur user, voilà. Ensuite, le password ici pour password. Hop, voilà. Et ensuite...
la database pour database et l'URL pour l'URL. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer maintenant aux choses sérieuses. On a fait notre petite correction, donc ça c'est bon. Maintenant, donc on va revenir sur notre inserter. Donc on a nos deux clients. On va faire tout de suite le bloc main. Hop, voilà. Je récupère ça. Donc le bloc main, ici. Ici on va le mettre comme ceci, main. Voilà. Donc ce bloc main, on va continuer à faire des logs, hein, comme on l'avait vu précédemment. On va créer le répertoire temporaire dans /tmp comme on avait fait pour l'uploader pour l'inserter. Et toujours on utilise passlib, en fait, donc cette librairie qui va nous permettre de vérifier si le directory existe ou pas. S'il existe déjà, on ne va pas avoir d'erreur comme ceci. Donc ça c'est assez pratique. Ensuite, on va chercher à se connecter à ClickHouse pour réaliser une première chose. La première chose qu'on veut faire, c'est avoir un état. C'est-à-dire que, toujours comme lors de la vidéo précédente, ce qu'on va chercher à réaliser, c'est si jamais l'inserter se coupe, pouvoir redémarrer là où on en était au moins. Et surtout aussi avoir une table d'état. Donc on va le faire sous forme d'une table d'état. Donc une table d'état, c'est quoi? C'est une table qui va être dans ClickHouse, en l'occurrence, ici aussi, mais elle pourrait être ailleurs. Et voire même en mémoire, hein, c'est aussi possible. Donc cette table d'état va permettre de stocker dans une table de base de données les fichiers qui vont avoir été processés ou engagés dans le processus. Ça va permettre d'éviter, si on a par exemple du multiprocessing, comme on fera prochainement, de réutiliser plusieurs fois le même fichier et de retraiter plusieurs fois le même fichier, puisqu'on va aller à chaque fois consulter dans la base pour voir est-ce que le fichier a déjà été processé. S'il a déjà été processé, on ne va pas intervenir. Donc ça, c'est le but de cette table d'état. Pour faire ça, c'est très simple. La table, cette fois-ci, c'est l'applicatif qui va le créer lui-même. Tout à l'heure, on avait quelque chose qui avait été créé par Ansible, mais créé directement sur le ClickHouse. Là, on va le faire donc avec notre ClickHouse client, ici, et on va lancer la méthode command. Cette méthode va nous permettre de lancer du SQL. Donc en l'occurrence, on va faire un create table if not exist, parce que derrière, si jamais on boucle dessus et si la table existe déjà, bah, voilà, on va planter. Et on va dire, ok, tu crées une table qui s'appelle state inserter dans la base de données taxi sur le cluster ClickHouse qui se nomme Xavki Cluster. Donc ça a été défini préalablement par Ansible. Et on va juste mentionner un seul champ, c'est les fichiers qui sont en train d'être processés. Et enfin, du coup, on souhaite répliquer les choses, parce que voilà, on le fait pour l'autre base, ça coûte pas grand chose de le faire, donc on va le faire. Donc on mentionne le chemin sur le Zookeeper pour gérer la réplication. Alors ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est se connecter au Minio, donc à notre au S3 d'Infomaniac, ou plus au Swift d'Infomaniac, si je dis pas de bêtises plutôt. Et derrière, donc on se connecte dessus, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la liste des objets, comme on avait déjà fait avec l'uploader, donc du coup on réinvente rien. Donc pour ça, on utilise le Minio container, on fait référence à notre configuration, qui est le container en question de S3. On récupère les éléments, et une fois qu'on a récupéré les éléments, on va lister l'ensemble des fichiers à processer. Donc ça, pour l'instant, on ne s'occupe pas de la vérification dont on a parlé tout à l'heure, qui va être celle de se dire, on va regarder donc dans la fonction qu'on va appeler tout à l'heure, cette fonction elle s'appelle insertion, à chaque élément d'insertion, on va quand même aller vérifier dans cette table-là qu'on vient de créer, est-ce que le fichier est déjà présent dedans. S'il est déjà présent, on ne va pas intervenir. Donc là, on crée notre liste d'objets présente sur le S3, donc comme ça on a notre liste, et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer à notre fonction cette liste de fichiers à traiter avec une simple boucle for. Alors, on aurait pu faire du ternaire, etc. Là, pour l'instant, on est sur une boucle for simple, et on n'oublie pas de loguer à chaque fichier, comme ça on voit bien l'itération. Donc ça, c'est la première chose. Donc du coup, il nous faut, vous voyez ici, une fonction qui s'appelle insertion. Hop,
et on va s'en occuper tout de suite. Donc là, c'est vraiment le cœur un petit peu du réacteur du truc. Donc insertion, elle récupère les fichiers, le nom du fichier. Elle log, donc chacune des étapes. Le but, vous voyez, je fais beaucoup de file except, je fais beaucoup de logging. Ça, c'est le but, c'est quand même de voir où est-ce qu'on se situe, notamment quand on est dans un applicatif qu'on développe. C'est quand même bon de l'avoir, parce qu'on va voir en plus les durées de chaque étape. Et ça permet d'optimiser éventuellement certains petits éléments et de débugger plus rapidement. Et une fois que l'applicatif tourne, il est rodé depuis un certain temps, on peut quand même ensuite couper un petit peu dans les logs pour être un petit peu moins verbeux finalement sur les choses et éviter de prendre de la place et de consommer des I/O, etc. sur les machines. Donc on récupère un nouveau client ClickHouse. Alors, on aurait pu transmettre par la fonction, mais quand on fait le multiprocessing, après c'est un chouïa moins pratique. Donc on va le faire comme ceci. On définit alors ensuite un paraméteur. Un paraméteur, c'est ce qui permet d'insérer dans une requête avec le client, la librairie ClickHouse, un paramètre qui va être variable. Là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est passer ce paramètre, c'est-à-dire le nom du fichier en question qu'on nous a demandé dans la boucle de traité. On passe celui-ci dans la variable paramètre, et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une variable qui va venir fournir ses résultats dans alreadyExist, qui est une variable elle-même. Et on va faire un second étoile dans notre table stateInserter, where, dans la colonne donc fileWorkInProcess, le paramètre est égal à fileWorkInProcess. Ça veut dire que du coup on count, et si on est supérieur à 0, ça veut dire que le fichier a déjà été traité tout simplement. Donc on log tout ça. Donc on dit qu'on vérifie si ça a déjà été processé, et si ça a déjà été s'il est différent de 0, pardon, s'il est égal à 0, pardon, du coup on va le processer, j'ai du mal. Sinon, ici, on va juste loguer et dire ok, il a déjà été processé. Ok, le if il commence là et le else reprend ici. Alors pour faire ça, ensuite, du coup, on est dans le cas où le fichier n'existe pas. Donc si le fichier n'existe pas, première chose à faire, c'est déjà d'aller l'annoter, de le rajouter dans cette table-là, puisque si jamais on a un autre applicatif qui tourne à côté, parce qu'on est en train de scaler soit en multiprocessing sur le même nœud, soit à distance, je sais pas, ça pourrait être des pods, des containers, ou même un simple process qu'on va lancer X fois sur des machines différentes, etc., ou sur la même machine, et bien là, on vient le rajouter, du coup, vous voyez ici, sous cette forme-là, grâce à la méthode insert de la librairie ClickHouse. Ensuite, ce qu'on fait, donc on log toujours, et on va donc créer le path qui correspond donc dans /tmp/inserter qu'on a créé préalablement, le fichier en question, file to insert, c'est-à-dire notre point parquet. Là on n'a pas besoin de fichier préfixé /tmp comme on avait fait avec le plotter, puisqu'on n'a vraiment qu'un seul fichier localement, le reste c'est ce qu'on envoie sur ClickHouse. Et ici, alors le print il sert à rien, lui. Voilà, hop, comme ceci. Ensuite on va se connecter à Minio, donc on prend notre client Minio en appelant le getClientMinio, on log toujours. Vous voyez que dans les logs, on précise bien sur quel fichier on est, parce que ça va être important, notamment quand on va faire du multiprocessing. On va avoir, quand Python va faire du multiprocessing, il va enchevêtrer les logs, il n'a pas d'autre choix que de le faire, puisqu'on est sur le même process. Et du coup, pas le même process, mais sur la même output de commande, du coup, on a besoin de s'y retrouver. Parce qu'on est sur des process différents, de fait, puisqu'on sera sur du multiprocessing. Donc ensuite, après la connexion réalisée, on va aller récupérer l'objet en question, c'est-à-dire on va récupérer l'objet, on va récupérer l'objet et on va venir le pousser du coup sur le fichier donc tmp file qui se situe dans /tmp/inserter et le nom en point parquet à la fin. Et on télécharge ça du Minio container, donc une taxi NYC, et on récupère le fichier en question. Une fois qu'on a récupéré le fichier, du coup on va pouvoir le prendre et le convertir en format parquet, tout ça, le lire en format parquet. Ici on a un alias
on a un alias PQ pour utiliser PyArrow Parquet. Alors PyArrow, son gros intérêt, ça va être la possibilité de batcher le fichier en question. Vous allez voir, on va le voir tout de suite normalement. On va le voir, oui, on va le voir tout de suite. Donc, on en est là. Donc du coup, on récupère un fichier au format parquet qui va se situer dans la variable parquetFile qu'on va pouvoir manipuler comme on le souhaite. Et notamment, du coup, grâce à PyArrow, on va pouvoir réaliser ceci, c'est-à-dire faire une boucle for avec un iterBatches, donc une méthode iterBatches qui va permettre de prendre le fichier en question et de le splitter en éléments de taille dont on souhaite. On peut même en définir une variable. ClickHouse recommande entre 10 000 et 100 000 éléments de batch. Les batchs, c'est quoi? C'est au lieu de faire une insertion une à une, on va envoyer, là en l'occurrence on est sur 100 000, on va envoyer 100 000 insertions d'un coup, 100 000 insertions d'un coup, comme ça à chaque fois. Donc c'est beaucoup plus performant généralement sur les moteurs de base de données pour fonctionner comme ceci, en tout cas sur les moteurs distribués NoSQL généralement. Et les moteurs type ClickHouse, en plus avec le concept type OLAP, généralement ça va plutôt de pair, puisque le but c'est d'insérer des gros volumes en mode plutôt batch. Derrière, ce qu'on fait, c'est que pour ce batch-là, donc du coup, on récupère l'élément, le batch en question, i, et on va dire, ok, tu me convertis ça en pandas. Alors ça, c'est assez sympathique, puisque derrière, pandas, il nous permet directement de récupérer l'élément et de gérer, donc on a un data frame, donc je vous l'ai dit, hein, c'est le format tabulaire de pandas qui permet de le manipuler un petit peu dans tous les sens, de le convertir, mais aussi d'utiliser des méthodes qui permettent de gagner du temps. Là, en l'occurrence, il a une méthode qui est sympathique, qui existe dans la librairie ClickHouse, qui est la méthode insertDF pour DataFrame. Et là, du coup, on va prendre la DataFrame, et on va lui dire, écoute, tu l'envoies dans la table Trips. Et en fait, la jonction entre les différents champs vont se faire automatiquement, puisque les noms sont identiques d'un côté et de l'autre. D'où les renommages qu'on a fait lors de la vidéo précédente. Et s'il y a un souci autour de ça, eh bien on va dire, écoute, tu passes, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut rester des petites erreurs de correspondance, des petites choses, et on ne veut pas bloquer complètement. On le retrouvera dans les logs, mais on ne veut pas bloquer complètement. Et une fois qu'on a terminé ça, donc une fois qu'on a terminé la boucle, hein, on ne se met pas dans la boucle, on est à l'extérieur de la boucle, on prend le fichier donc temporaire, qui n'est pas préfixé TMP, hein, et on l'unlink, c'est-à-dire qu'on va le cleaner, on va le supprimer. Et une fois que ça c'est fait, donc c'était cleané, et bien derrière, on va dire qu'on a terminé notre fichier. Et là, avec ça, finalement, on a réalisé l'ensemble de nos actions. Donc pour faire bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ces éléments sur l'inserter, en question, et on va tester tout ça. Donc, nous, on va récupérer, que je dise pas de bêtises, on va prendre, donc on était ici, hein, il me semble, non, on n'est pas dans celui-ci. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même récupérer, alors on va faire un SCP, voilà, comme ceci, on va envoyer le fichier que je ne veux pas vous montrer, qui est le config.yml, donc lui on l'envoie directement sur l'inserter, première chose. Ensuite, il y a ce qu'on est en train de travailler tout de suite, qui est là, qui est l'inserter, le makefile, etc. Là, ce qu'on peut faire, c'est envoyer tout sauf le virtual env. Donc, on va faire un SCP. Alors, on va faire toujours notre SCP. On va faire SCP. Donc, nous, on veut l'inserter principalement. On veut le makefile pour pouvoir faire l'installation. On veut le requirements pour faire l'installation. L'uploader, on s'en fiche un petit peu là dans notre cas de figure, et on veut envoyer ça sur inserter 1.node.consul. Et on va mettre ça dans notre home directement. Voilà. Inserter, hop, si je loupe des trucs, c'est pas bon. Ok, donc du coup, on va aller sur l'inserter, ssh inserter 1.node.consul. Hop, voilà. Et là, on a nos éléments.
donc là, ce qu'on va faire, on va, je voulais vérifier un truc, je sais plus, les requirements. Voilà. Donc on a pandas, PyAML, ok, non c'est bien ça, ok. Donc derrière, on va faire comme on avait fait lors de la vidéo précédente, mais cette fois-ci on le refait en local, du coup c'est l'occasion de redécouvrir, on va faire un sudo apt install de Python 3, pas en local, je vais dire en local, mais c'est pas en local, on est justement à distance. Donc tout ça après, bien sûr, ça s'automatise. Voilà, c'est vraiment, là je le fais un petit peu en mode arrache, mais il n'y a pas de souci. Donc, yes, c'est parti. Donc il nous installe l'ensemble. On a toujours le makefile qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. On va le relancer de la même manière, même si on est à distance. Hop, voilà. Pour l'instant là, on va vérifier notre Grafana. Hop, ici. Donc, ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente, hein, on a envoyé tous nos fichiers sur l'Object Store, hein, ici. Donc, qui est taxi NYC, et on retrouve tous nos fichiers. Hein. Alors, je vais pas le faire tourner, je pense pas qu'on se permette de prendre... on va juste le démarrer, et puis ça finira tranquillement tout seul. Donc ici, on va faire un make VNV, donc pour installer le répertoire VNV. Et ensuite, on va faire un make install pour trouver tous les éléments dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à récupérer. Il y a plein de choses où malheureusement, il y aura pas mal de gens qui vont être obligés de raccrocher un petit peu les wagons. C'est pas le principal. Le principal viendra aussi dans les vidéos suivantes. Ça va être le but, c'est quand même plutôt de diagnostiquer les choses. Donc maintenant, on va sourcer. Donc on peut aussi le faire avec un point, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. VNV bin activate pour avoir notre environnement. Donc maintenant, on est prêt à jouer notre inserteur. Yes. Chmod, je pense, plus X de inserteur. Je suis pas sûr qu'il soit... Et là, du coup, on va lancer notre inserteur. Donc là, c'est parti. Yes, c'est parti. On va dézoomer. Donc il est parti sur le premier fichier. Hop, alors dommage, j'ai ma tête qui traîne. Sur le premier fichier, vous voyez, donc il est parti sur le fichier 2009-01. Alors il fait 1 giga, pas de balle. Donc il est parti, il fait sa connexion, il a créé au préalablement le fichier temporaire, etc. Et vous voyez, bah, il est déjà parti, il a téléchargé le fichier ici, il l'a ouvert au format parquet, et il fait les insertions. Alors on aurait pu mettre, comme on est en mode batch par 100 000, mettre le nombre d'éléments à chaque fois. Là en l'occurrence après ça devient très verbeux, hein. Quand on processe de la donnée, le but c'est pas d'être non plus à un niveau très fin de verbosité, sauf si on débug, etc. Ça pourrait être l'objet d'un mode verbose par exemple, qu'on pourrait rajouter. Donc là il est en train de faire le taf. Il a checké avant si les fichiers ont déjà été processés. Alors vous voyez qu'il y a 2 fois la ligne, on pourrait faire un petit clean. Et donc là il est en train de faire l'insertion. Donc du coup on va se rendre dans le Grafana. Hop, ClickHouse, et on va checker les insertions. Donc là on est sur les insertions. Les insertions. Et vous voyez qu'on tourne à 12 000 éléments par seconde. Alors voilà, ça augmente, j'allais dire c'est pas beaucoup. Donc 12 000 insertions par seconde, ça devrait peut-être augmenter encore un chouïa. Je pense qu'on va être un peu au taquet. Hop, voilà, il faut le temps qu'il scrape, hein, au fur et à mesure. Je crois que je dois être sur un scrap de 10 secondes, quelque chose comme ça. Donc là, on arrive à 110 000 opérations par seconde d'insertion, sachant qu'on a 1,5 milliard, hein, donc ça met un petit peu de temps, mais ça va aller quand même assez vite. Hop, voilà. 174 000 quand même, ce qui est pas moche, hein, quand même, avec, rappelons, on n'a que un seul process, hein. On n'est pas multiprocessé, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. On tape même du 200 000, j'espère que je ne me suis pas trompé avec celui qui... Non, bah, il n'est pas multiprocessé, vous voyez, il est passé même au deuxième fichier, et vous voyez, du coup, il envoie quand même assez fort les choses. C'est plutôt pas mal, hein, quand même, déjà. Et là, vous voyez, hop, il a fait un pic et puis il redescend. Alors en plus, voilà, il y a quand même l'aspect, on retélécharge le fichier, il y a quand même un délai pour retélécharger le fichier. On sera en multiprocessé, comme les fichiers font des tailles différentes. Il y a des moments, il va être en train, sur certains fichiers, de les downloader et en même temps insérer sur d'autres en base de données. Du coup, ça crée quelque chose d'un petit peu plus linéaire. Là, ben voilà, il a perdu, il a besoin de retélécharger le fichier entre temps.
Donc ça avance pas si mal finalement, on va le laisser tourner un petit peu. Alors qu'est-ce qui s'y passe à côté? Qu'est-ce qui s'y passe à côté? On peut déjà faire une première brève analyse. Enfin bon, l'analyse elle est très vite faite. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc première chose, est-ce que le facteur limitant est notre cluster ClickHouse? Alors très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait de l'IO weight en manière substantielle, ce qui n'est pas le cas, heureusement. Je regarde mon téléphone vite fait, voilà. Donc non, et puis vous voyez qu'au niveau CPU, vraiment, le truc ne fait strictement rien, il se tourne les pouces complètement. Donc concrètement, pas de problème niveau CPU. Au niveau de la RAM, non plus. Hein. Au niveau des IOPS, alors on les voit mieux hein, au niveau de ClickHouse plutôt. Il a vraiment un élément dédié. Et on voit qu'on tourne à 400 opérations par seconde, ce qui est un petit peu moins, 300, ce qui n'est pas le taquet au niveau des disques. Donc les opérations par seconde, hein, c'est des opérations d'écriture sur disque, pas les insertions, pas sur les couches logiques, les couches plutôt hardware, au-dessus de hardware un petit peu. Et donc derrière, donc l'écriture des blocs, bien on est plus ou moins limité, soit en fonction du hardware, soit en fonction, là on est sur un cloud, en fonction de ce que permet le cloud. Là en l'occurrence, si on va voir nos volumes, nous, pour l'instant, on est en mode test et on bench un peu les choses. Donc on a mis les choses au minimum pour voir un peu les perfs minimum. Donc sur les volumes, on est sur du, pour ClickHouse ici, du CEF1 perf 1. Donc si je regarde, ça correspond à quoi? CEF1 perf 1, ici, on est à 500 IOPS. Ça correspond à 200 MB par seconde maximum. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc notre bottleneck, notre facteur limitant à l'heure actuelle, ce ne sont pas les IOPS. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit là-dessus. Donc, à première vue, ça, qu'est-ce qui pourrait être un autre facteur limitant? Ça pourrait être le réseau. Donc si on regarde le réseau de la machine, là encore, on est sur des réseaux qui peuvent supporter, des cartes réseau qui peuvent supporter plusieurs gigas. Là, en l'occurrence, vous voyez que c'est quelque chose, on est à peine une centaine de mégas, ce qui n'est pas énorme, donc il n'y a pas de souci avec ça non plus. Bien sûr, la taille ne joue pas vraiment sur la performance, mais en tout cas, on ne tape pas non plus sur des choses importantes. Donc, grosso modo, on peut écarter... Alors, hop, là, j'étais pas sur le... J'étais sur ClickHouse, mais ça va être à peu près la même chose. Donc, il se tourne les pouces, la carte réseau se tourne les pouces aussi, et tout va bien pour le meilleur des mondes. Pour le moment. La RAM, à un moment, de toute façon, ça va se calmer. Hein, ça va pas poser de soucis non plus de ce côté-là. Donc, ClickHouse, grosso modo, c'est pas lui le facteur limitant pour le moment, en tout cas. Donc, derrière, on se dit, quel est l'autre élément? L'autre élément, c'est notre client, c'est l'inserteur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ça se passe bien aussi. Pas de problème de CPU, pas de problème de mémoire, etc. Alors pas de problème de CPU, c'est faux, puisqu'en fait, le but de notre inserteur, c'est justement de consommer un maximum de CPU et pas de se tourner les pouces pour pouvoir justement envoyer plus vers notre ClickHouse. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut faire pour envoyer plus? Alors on pourrait se dire, tiens, je vais rajouter du CPU. Non, en l'occurrence, le CPU, vous voyez, on ne l'utilise pas. Donc pour les gens qui débutent, que vous ne le savez pas, mais du coup, derrière, pourquoi on ne l'utilise pas? Tout simplement parce que si on remonte au niveau des process de notre machine, on n'a qu'un seul process qui tourne, là en l'occurrence, donc du coup, au taquet, il va utiliser son CPU, en tout cas, très peu de CPU, et derrière, du coup, vraiment, on va pas tirer le meilleur de la machine, on peut rajouter des CPU autant qu'on en veut, ça ne changera rien au problème. Là, en l'occurrence, le problème, il vient... Alors, on pourrait gagner, peut-être sur des petits éléments, gagner un petit peu, mais là, on va gagner surtout beaucoup plus, c'est en essayant de monopoliser, d'utiliser au maximum l'ensemble des CPU de ce serveur-là, puisqu'on lui a quand même attribué 8 CPU, 8 vCPU. Pardon. Donc là, vous voyez, on voit en plus les changements de fichiers à chaque fois, en plus. Donc, du coup, le fait d'utiliser... chercher à utiliser plusieurs processeurs, plusieurs vCPU, qu'est-ce qui va se passer? On va
multi-threader, faire du multi-processing avec Python. Donc on va pas le faire aujourd'hui, on va le faire dans la prochaine vidéo. Et donc derrière, ça va avoir en plus un effet lissant, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, comme les fichiers ne vont pas faire la même taille, on va avoir des creux pour chacun des fichiers qui ne vont pas intervenir au même moment, ça va rendre un petit peu plus linéaire les choses, potentiellement. Donc c'est extrêmement intéressant, et c'est ce qu'on fera lors de la prochaine vidéo, et on essaiera de pousser un petit peu plus les choses. Et l'objectif, c'est de se dire, bah, nous ce qu'on veut c'est bencher ClickHouse, c'est pas bencher l'inserter, donc il faut que l'inserter, il faut vraiment qu'il envoie de la patate au mieux de ce qu'il peut, de manière à vraiment défoncer entre guillemets le ClickHouse, en tout cas le repousser dans ses limites. Là à l'heure actuelle il fait pas grand chose quoi. Donc là vous voyez hein, il tourne en vaguelettes à chaque fichier, hein, c'est pas ClickHouse qui freine, c'est juste à chaque fois on a les vaguelettes des fichiers, donc potentiellement il peut tourner ce qu'il est au taquet ici, c'est-à-dire 189 000 insertions par seconde, ce qui est plutôt déjà plutôt pas mal. Si on fait un select count étoile from trips, on est à tac tac tac, donc vous voyez qu'on n'avance pas super vite, hein. On est quand même qu'à 77 millions de lignes insérées, hein. C'est pas oufissime non plus, mais ça tourne plutôt pas mal, hein. On peut s'en satisfaire aussi. Alors si on décide de s'en satisfaire en l'état, parce qu'on se dit les performances peuvent être suffisantes, ça sert à rien toujours d'essayer de repousser les performances plus loin, parce qu'on pourra toujours le faire. Là, il faut voir le besoin. Peut-être que d'un point de vue applicatif, les 200 000 suffisent très largement. Si ça suffit très largement, première chose à réaliser, c'est de se dire, côté ClickHouse, bah, on va resizer le cluster, etc., de manière à faire en sorte que bah, on n'ait pas 8 vCPU, parce que finalement ça sert à rien, ils se tournent vraiment les pouces, et pas avoir non plus, alors je suis pas sûr, hop, voilà, 12 vCPU, pardon. Donc on pourrait le baisser, la RAM potentiellement on peut aussi le baisser un peu, ça va vraiment dépendre après un petit peu aussi de ce qu'on souhaite requêter, les temps de réponse, etc. Donc voilà, là on pourrait retailler vraiment les choses pour faire des économies, hein, tout simplement financières. L'autre élément aussi qu'on pourrait faire, c'est de se dire, bah, du coup ça suffit aussi, donc du coup l'inserter aussi, bah, on pourrait réduire, là potentiellement on peut réduire, vous voyez, de même un quart, ça poserait pas de souci, donc on pourrait avoir 2 vCPU, ce qui suffirait plutôt pas mal, et qui coûterait encore beaucoup moins cher. Donc ça c'est un gros intérêt, puisque vous voyez que finalement quand on fait le cumul des deux, si on baisse vraiment, on peut quand même processer 200 000 insertions par seconde. Alors attention, tout est relatif, hein. Là on voyait qu'on a 18 colonnes dans la table, si on en a, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, etc., les positions vont être un petit peu différentes, hein, vont évoluer au fur et à mesure, si on a plusieurs tables, etc., ça peut jouer pas mal. Néanmoins, vous voyez qu'on a déjà des performances assez intéressantes, et vous voyez que derrière, ça peut ne pas coûter si cher que ça pour obtenir les 200 000, sachant qu'on est répliqué en plus, hein, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Donc voilà, donc prochaine action, dans la prochaine vidéo, on va faire du multiprocessing de Python, et on va essayer de trouver la limite de notre cluster ClickHouse, pour ensuite, dans la vidéo suivante, repousser une nouvelle fois ces limites, d'une autre manière. Vous allez voir qu'on va progresser comme ça petit à petit pour avancer à des niveaux un peu plus intéressants. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur rejoindre pour soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Pardon, j'espère que vous allez finir la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.